Et tout de suite, l'entretien de ce journal des luttes. Bonjour Julien Leguet et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. 2 ans après Sainte-Soline, quelles images vous gardez de ce week-end si particulier? On a vu, dans le sujet là qu'on vient de passer, des manifestants grièvement blessés, des secours empêchés d'intervenir. Et vous, en tant que militant écologiste et en participé à cette manifestation, qu'est-ce que vous retenez de ce jour-là? Qu'est-ce qui vous a marqué? Forcément des images effroyables. Moi, pour la petite histoire, je n'ai pas pu me rendre jusqu'au pied de la bassine puisque je suis touché par une interdiction de territoire qui m'interdit d'aller sur la commune de Sainte-Soline. Et donc j'avais fait la moitié du cortège et je m'étais arrêté en poste d'observation. Et quand j'ai vu les premières bombes exploser, au bout de 5 minutes, il y a des ambulances de camarades médics qui sont passées devant moi. Et donc j'ai rejoint le campement qui était notre point de départ et j'ai passé une après-midi assez effroyable puisque j'étais en brancardage. Et c'est par dizaines que j'ai vu les camarades arriver, estropiés, avec des lèvres fendues, avec des éclats enfoncés dans les chairs très profondément. Et encore, je n'ai pas été confronté aux blessures les plus graves. Donc c'est évidemment des images effroyables. Gérald Darmanin avait dit à l'époque, il avait parlé de l'ultra-violence, de l'ultra-gauche, il avait parlé d'éco-terrorisme, il avait également nié que des blessés avaient été privés de soins. Aujourd'hui, on sait que des grenades ont été utilisées de manière massive, que des médecins ont été empêchés d'accéder aux blessés. Comment vous regardez aujourd'hui, avec du recul, ces déclarations de Darmanin? Qu'est-ce que cela dit de lui-même et de notre pays plus globalement? Oui. Eh bien, de manière éhontée, Gérald Darmanin a menti devant les plateaux, a menti également par la suite devant une commission d'enquête parlementaire, a menti devant l'Assemblée nationale, notamment dans un premier temps en niant que des quads avaient été utilisés pour tirer sur des blessés, alors que des élus, notamment de la FI et de ELV, étaient en interposition et eu aussi à recevoir ces tirs de LBD. Ouais, c'est vraiment un sentiment de grand mensonge. Et pour lequel, d'ailleurs, je précise ici que notre collectif et différents collectifs poursuivent Gérald Darmanin à travers différents recours. Notamment, il y a un recours qui a été formulé l'an dernier par 1312, précisément, citoyennes et citoyens, justement auprès de la CJR, la Cour de justice de la République, par rapport aux mensonges que Darmanin a pu proférer devant la commission d'enquête parlementaire, à laquelle nous avions également été auditionnés et qui traitait des violences pendant les manifestations sur le mouvement retraite et puis également sur Sainte-Soline. Justement, en parlant des violences qui ont eu lieu donc à Sainte-Soline, la Ligue des droits de l'homme avait également dénoncé cette répression policière inouïe. Je vous propose d'écouter Capucine Blouet que nous recevions sur notre plateau quelques semaines après les événements de Sainte-Soline. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on ne peut pas parler de proportionnalité à partir du moment où on utilise des armes de guerre sur une foule pacifique, qu'on va utiliser notamment des grenades lacrymogènes directement à l'encontre d'élus qui protègent eux-mêmes des blessés. C'est complètement incompatible avec l'idée de proportionnalité de l'usage de la force. Oui, donc ça rejoint ce que vous nous disiez. Et en plus de ce que dit la Ligue des droits de l'homme, il y a eu plusieurs enquêtes journalistiques sur la répression donc ce jour-là. Et est-ce que toutes ces révélations ont eu un impact politique ou judiciaire? Est-ce qu'il y a une prise, depuis en fait au niveau des blessés, les différentes plaintes, est-ce qu'elles ont abouti? Non, c'est bien ce qui est catastrophique. On a sur ce dossier-là vraiment le sentiment d'une justice à deux vitesses. Parce que d'un côté, nous qui militons pour l'eau et l'intérêt général, on se retrouve poursuivis, on est plusieurs dizaines à avoir subi des décisions de justice parfaitement injustes. Par exemple, à titre personnel, je suis sous le coup d'une condamnation pour 12 mois avec sursis pour organisation de manifestations interdites. Et là, la justice est expéditive, la justice est très rapide. Par contre, quand il s'agit d'instruire la plainte déposée par les proches de Serge, de Michael et des 4 camarades qui ont été grièvement, les 4 camarades en tout qui ont été grièvement blessés, eh bien, là, on a une enquête qui patatine avec tous les rouages de la justice qui sont bloqués. On parlait de Gérald Darmanin, c'est évident qu'un Gérald Darmanin garde des Sceaux, pour ce qui est de l'entrave judiciaire, eh bien, ça vient largement accentuer ça. Et par exemple, le procureur de Rennes, qui a la plainte des parents et des proches des 4 blessés, n'a toujours pas rendu ses conclusions, ne les a toujours pas rendues publiques, alors que ça fait 2 ans
que ça a eu lieu. Et la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, l'État et le gouvernement n'ont pas tiré l'enseignement qu'ils auraient dû tirer, à savoir qu'aujourd'hui, les doctrines de maintien de l'ordre à la française sont parmi les plus violentes mises à l'encontre, notamment des militants écologistes, mais évidemment également dans les quartiers et également auprès des mouvements sociaux, à tel point qu'aujourd'hui, la France est sous les projecteurs de certaines institutions internationales. Je rappelle que suite à Sainte-Soline, Michel Forst, qui est commissaire à l'ONU, notamment par rapport aux libertés des militants écologistes, avait fortement tiré la sonnette d'alarme. Et pas plus tard qu'il y a 10 jours, nous avons été auditionnés, ainsi que le ministère de l'Intérieur, par une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui s'inquiète très sérieusement de l'atteinte fondamentale aux libertés fondamentales que sont celles de manifester, de s'exprimer, et également autour des libertés d'expression et d'association qui sont fortement atteintes dans ce dossier des méga-bassines, où par ailleurs, un certain nombre d'associations ou d'organisations qui ont pignon sur rue, comme l'association LAPI, ou également le syndicat CGT, ou Sud Solidaire, sur le département des Deux-Sèvres, voient ses responsables, ou la Confédération Paysanne, voient ses responsables poursuivis devant les juridictions pour simplement remplir ce qu'est leur mission, à savoir la protection de l'intérêt général. Pourquoi, justement, quand j'entends tout ce que vous dites et dans ce que j'ai pu voir en préparant cet entretien, pourquoi vous faites si peur au pouvoir en place, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la répression, notamment aussi en ce qui concerne la contestation écologique, fait si peur au pouvoir en place? Je pense que c'est parce qu'on dénonce vraiment quelque chose d'important, parce que derrière la lutte contre les méga-bassines, où évidemment il est question d'accaparement de l'eau au profit de l'agro-industrie, c'est bien tout un système agricole aujourd'hui qu'on remet en cause. Et c'est bien toutes les camaraderies et tous les très proches de Macron et sa bande qui sont visés par cette lutte. Je rappelle ici que, par exemple, on se pose la question de pourquoi l'État français a été aussi conciliant auprès de Nestlé par rapport au scandale de ce que contenait l'eau d'Évian avec des coliformes fécaux, des bactéries ou des résidus plastiques. Si on se rappelle que le début de la carrière et que la fortune de Macron a été faite en étant négociateur pour Nestlé comme avocat d'affaires pour le rachat du secteur alimentation de Pfizer, alimentation infantile, peut-être que ça éclaire assez clairement ce qu'on dénonce ici, c'est-à-dire une connivence très forte entre l'agro-industrie et les gros lobbies chimistes et nos gouvernants. En parlant justement d'industrie, d'agro-industrie, depuis Sainte-Soline, comment se passe la lutte justement contre les méga-bassines? On a entendu parler de nouvelles bassines dans la Vienne ou dans le Poitou. Comment ça se passe concrètement, votre combat aujourd'hui? La très bonne nouvelle, c'est que lutter, ça sert et que ça a un impact, puisque depuis la bassine de Sainte-Soline, aucun chantier de méga-bassine n'a démarré ailleurs en France. Également, ça paye, puisque cette lutte et l'événement de Sainte-Soline a mis cette problématique de l'eau sous les projecteurs, et pas simplement en France. Aujourd'hui, il y a une internationalisation du mouvement pour l'eau. On a de très fortes fraternisations et alliances qui se construisent à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale, et où les gens s'emparent très clairement de ces problématiques-là. Aujourd'hui, l'eau et l'agriculture et le type d'agriculture sont les deux leviers sur lesquels il faut agir urgemment si on veut assurer les besoins premiers en alimentation en eau potable ou également sur la préservation de la biodiversité. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler le début de la question? Excusez-moi. Non, c'était juste, en fait, vous venez d'y répondre. C'est comment se passe la lutte, justement, contre les méga-bassines. Et oui. je disais que il y a apparemment des nouvelles bassines dans la Vienne ou dans le Poitou, mais vous me dites que finalement, pour le moment, aucune nouvelle construction, en tout cas de bassines, n'est en prévision. Aussi parce que depuis 2 ans, on a su maintenir un rapport de force et que aujourd'hui, il y a des gens qui veillent partout en France à l'établissement de nouvelles bassines. Je tiens à préciser ici qu'aujourd'hui, des collectifs Bassines Non Merci, qui avaient démarré en Deux-Sèvres, sur le territoire où il y a Sainte-Soline, aujourd'hui, il y en a 12 en France. Également, qu'une des conséquences de la tentative de dissolution des soulèvements de la terre, c'est qu'en réponse, 150 collectifs locaux se sont constitués. Et ça, c'est autant de cellules, autant d'endroits où les gens surveillent et où les gens sont capables de développer des réactions et des mobilisations qui aujourd'hui savent se fédérer à l'échelle nationale, à minima. Et je vous le dis, à international également. Le gouvernement et les promoteurs de méga-bassines justifient donc ces projets en expliquant que c'est pour aider les agriculteurs à s'adapter au changement climatique. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, et peut-être expliquer à ceux qui ne maîtrisent pas ce sujet totalement, en quoi et pourquoi, selon vous, c'est une fausse solution?
Oui. Déjà, ce qu'il faut préciser ici, c'est que les méga-bassines, c'est pas pour tout le monde et c'est pas pour tous les agriculteurs. Il est utile de préciser également qu'en France, 50% de l'eau consommée, de l'ensemble de l'eau consommée, l'est à destination de l'irrigation. Et quand on voit aujourd'hui dans le contexte de réchauffement climatique à quel point l'eau potable est sous tension, et quand on sait également qu'au niveau européen, la hiérarchisation des usages de l'eau est très claire. C'est d'abord l'eau potable, c'est ensuite l'eau pour les milieux naturels et la vie en général, et en dernier lieu, l'eau pour l'économie. Et dans l'économie, l'eau agricole. Donc, il faut remettre les priorités dans le bon sens. Donc, 50% de l'eau utilisée en France, c'est pour l'irrigation. Seulement 10% de la population agricole, qui ne représente que 3% de la population globale, sont irrigants aujourd'hui en France. Et seulement la moitié de ces irrigants, soit 5% de la population agricole, bénéficieraient des bassines. Donc les bassines, quand on parle d'accaparement, c'est très clair, c'est-à-dire c'est privatiser avec de l'argent public un bien commun au détriment de tout le reste de la population. Donc à ce titre-là, évidemment que ce type d'équipement où on se place très clairement dans le technosolutionnisme ne peuvent pas recevoir l'adhésion des citoyens. Et que, on le dit, on le redira, il y aura des oppositions aux méga-bassines tant qu'elles se construiront, sachant qu'en face de ça, il y a urgence à modifier l'agriculture française, à ce que la transition agroécologique elle soit vraiment mise en œuvre, et il y a urgence, il est encore temps. Et si tout l'argent public qui est mis dans les méga-bassines aujourd'hui était destiné aux paysans qui veulent relocaliser leur production, qui veulent replanter des haies, remettre de l'humus dans les sols, en fait faire cette transition écologique, alors on aurait un projet enviable et qui retrouverait l'assentiment de l'ensemble de la population. Et je vais le dire et le redire ici, les bassines, elles participent au gigantisme et à la disparition des petits agriculteurs. Elles contribuent à la concentration des richesses et des terres et vont à l'encontre de ce qui est la principale revendication du mouvement agricole, à savoir de obtenir des revenus dignes. Parce que c'était ça qui était dit sur les ronds-points. C'était pas le fait que les normes sautent, etc. C'était pouvoir être reconsidéré à juste titre pour le rôle qui est rempli par les paysans, mais à condition que ces paysans réadaptent des modalités d'agriculture qui correspondent aux attentes sociétales. Et moi, je veux le dire très clairement, je demande que ça, à me nourrir 100% de mon territoire, je demande que ça, à ce que des marchés aient lieu, à ce que ces paysans qui font un boulot essentiel vivent dignement sans s'exposer aux pesticides et sans nous exposer aux pesticides, parce que ça, c'est une autre très grosse problématique. Je précise ici que le 5 avril, va y avoir une grosse mobilisation à Paris contre les pesticides. On est ici à quelques encablures de La Rochelle, où 3 foyers de cancer pédiatrique ont été mis en évidence, et la cause, elle est connue, et elle est sans ambiguïté, les pesticides qu'on retrouve dans l'alimentation et dans les captages d'eau potable. Justement, avec les sécheresses ou même ce que vous venez les sécheresses qui s'aggravent et ce que vous venez de nous dire justement en ce qui concerne la santé publique, la question de l'eau, bref, devient essentielle. Et est-ce que ça a changé, selon vous, la perception du grand public sur votre lutte? Est-ce que vous sentez un soutien un peu plus large qu'il y a encore quelques années quand vous dénonciez tout ça? Oui, très clairement. Et je pense qu'on peut au moins s'enorgueillir que la lutte qu'on porte ici, d'abord localement, elle a largement contribué à une prise de conscience des enjeux de l'eau à l'échelle nationale. Et je vous le dis également à l'échelle internationale, puisque pas plus tard que ce week-end, j'étais invité au titre de porte-parole du mouvement à aller témoigner en Allemagne de comment ce mouvement pour l'eau s'est structuré. Puisqu'en Allemagne, historiquement, les camarades ont beaucoup lutté sur des problématiques énergétiques, contre le nucléaire, contre les mines de charbon, etc. Et que, en réalité, le point commun dans tous ces dossiers-là, que tous ces projets écocidaires et destructeurs, c'est un des impacts systématiques, c'est l'impact sur l'eau. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gros projets d'infrastructures contre lesquels on va lutter, notamment sous l'angle de l'eau, qui est un élément fortement mobilisateur puisqu'il est vital. Par exemple, j'ai derrière moi de l'autre côté cette affiche qui fait relation à une manifestation qui va avoir lieu ce week-end à Grenoble, où là-bas les camarades se mobilisent contre l'accaparement de l'eau pour la microélectronique, puisque l'entreprise ST Micro envisage étendre son usine, et pour pouvoir faire sa production, c'est l'équivalent de mémoire de la consommation de 20 mégabassines type Sainte-Soline, avec une eau pure qui doit être utilisée. Et ça, c'est évidemment à l'encontre de tous les autres usages. C'est également dans un contexte où, là, il y a eu des résolutions par rapport à la protection des glaciers, et on sait l'importance des glaciers dans le cycle de l'eau. C'est pratiquement 50% de la ressource en eau douce
disponible qui en émane, et on imagine que cette eau pure, elle soit utilisée pour faire de la microélectronique, là où il y a des populations qui n'auraient plus accès à l'eau au quotidien. Évidemment que ça ne peut pas passer. Est-ce que depuis 2 ans, vos méthodes d'action ont évolué depuis cet événement à Sainte-Soline? Est-ce que vous avez changé votre manière de fonctionner pour être plus entendu, pour justement faire, pour que votre combat ait un écho, vous le disiez, national et international? Est-ce qu'il y a eu des changements à ce niveau-là? Il y a eu un premier changement de cap qui a été en septembre 2021, qui correspond au démarrage des travaux sur la première bassine des 16 en chantier à Mosée-sur-le-Mignon, où malgré l'opposition de terrain très mobilisatrice qu'on avait su générer localement, malgré les recours juridiques qui auraient dû stopper les projets, malgré toute l'éducation populaire, les réunions publiques, etc., on était déjà un mouvement fort localement et les travaux démarraient. Donc à partir de ce moment-là, c'est la désobéissance qui s'enclenche. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de la confiance vis-à-vis des institutions de manière générale, et où si on veut préserver nos territoires, eh bien, il faut aller sur le terrain. Et donc, à partir de ce moment-là, on a accepté d'utiliser des modalités d'action qui sont dans le domaine de l'occupation, du blocage ou du désarmement. Par désarmement, on entend mettre hors d'état de fonctionnement des ouvrages qu'on considère comme écocidaires. Et en l'occurrence, et donc des armes du capitalisme pour détruire la vie et le bien commun, dans des stratégies d'accaparement. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a aucun souci à activer ces modalités-là, et je précise ici que depuis le démarrage de la bassine de Mosée, ce sont près de 17 mégabassines qui ont été désarmées nuitamment par des groupes autonomes et qui aujourd'hui, par exemple, posent de très gros soucis en termes d'assurance et de sécurisation. Il y a d'ailleurs, je crois, aujourd'hui dans le Figaro, un article qui vient justement montrer comment ces tensions et cette inacceptabilité du projet par la population qui vit sur ces territoires déclenchent aujourd'hui des frais de sécurisation qui remettent en péril l'équilibre économique de ce projet-là. Évidemment que le démarrage des travaux a changé le logiciel. En parallèle de ça, évidemment également qu'on a tiré les enseignements de Sainte-Soline 2. Moi, très clairement, si on pouvait rétropédaler et si on avait su à quelle violence policière on allait être exposé, ces 5000 bombes qui tombent en 2 heures, ces 200 camarades grièvement blessés, avec 2 parmi eux qui sont dans le coma pendant plusieurs jours. Serge a été dans le coma pendant 2 mois, il est encore en reconstruction. Michael, il a été dans le coma pendant 10 jours. Si on avait su que l'État et que Darmanin et sa bande étaient capables d'une telle violence, évidemment qu'on aurait adopté une autre stratégie. Et c'est déjà ce qui s'est mis en œuvre depuis, puisque suite à Sainte-Soline, une des réponses qu'on a eues collectivement pour soigner ces traumatismes et qu'on continue à lutter debout et ensemble, c'est qu'on a entamé au mois d'août, quelques mois après Sainte-Soline, une grande traversée de la France en convoi de l'eau, où on est parti de chez nous, de Sainte-Soline, on est monté jusqu'à Paris, au pied de la Tour Eiffel, on est venu faire la nique à la Bravem dans les rues de Paris, pour dire qu'on n'oubliera pas et qu'on ne pardonnera pas et qu'on continuera de lutter. Et ça a été une expérience collective incroyable. Nous étions 800 à prendre la route. Ça a été une épreuve logistique, sportive, humaine incroyable. C'est aussi dans cette optique-là que cet été, on a organisé un grand village de l'eau à Mel pendant une semaine où on avait mis au cœur les ateliers, la formation, les grandes assemblées et la joie, parce que la joie, elle est importante dans ce contexte de grande violence policière pour rester debout et ensemble, pour finalement finir pendant 2 jours par des manifestations où la première a consisté à tenter de se rapprocher d'une usine de semences qui serait bénéficiaire. C'est le groupe Terrena à Migné-Auxances qui était la cible de la manifestation, et où là, pour le coup, nous avons dû arrêter la manifestation parce qu'une nouvelle fois, les forces de l'ordre, cette fois-ci, avaient tenté de nous cramer. Ils ont envoyé sur des champs de paille qui venaient d'être moissonnés des bombes lacrymogènes alors qu'on les avait avertis du risque que ça représentait pour nous, et nous étions en plus sous les vents dominants, et donc l'État n'a pas hésité à donner les commandements au risque de faire brûler plusieurs centaines de personnes. Donc là, nous avons été comme l'eau, be-water, nous avons été fluides, nous avons contourné les obstacles et on s'est tous remis en sécurité. Et le lendemain, nous avions pour cible le port de la Palisse, qui est le 2e port céréalier de France, un ancien port négrier, il est important de le rappeler, et qui est l'endroit où justement
le fruit de l'irrigation des méga-bassines, notamment le blé et le maïs, sont exportés avec toutes les conséquences de déstructuration sur les pays où on exporte tout ça. Et en échange, on reçoit du nitrate un peu partout, et notamment de Russie ou d'Ukraine, les pesticides ou le soja transgénique. Donc là, à la fois, on avait changé notre cible pour montrer que derrière les méga-bassines, c'est bien un système en entier qui est à l'œuvre, et également adapter nos comportements et avec le but d'être à la fois le plus efficace et impactant vis-à-vis des infrastructures, tout en prenant le plus grand soin possible des camarades et enfin de nous en fait. C'est pas dans une optique paternaliste, hein, c'est tous ensemble aujourd'hui qu'on apprend à se déplacer ensemble, qu'on apprend à prendre soin les uns des autres et à esquiver ces violences policières. Julien Leguet, dernière question, vous parliez tout à l'heure de joie dans votre intervention là toute récente. Quels sont les événements justement prévus pour entre guillemets fêter ces 2 ans de Sainte-Soline? J'ai vu qu'il y avait des méga booms. Qu'est-ce qui va se passer comme événement prévu par les... Ça c'est l'affiche qui est juste ici là. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais le slogan c'est "On va tout fêter". Alors ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que fêter c'était le nom du nouveau préfet qui arrive en Deux-Sèvres, qui, on l'espère, ne prendra pas fait et cause pour les méga-bassines, sachant que, je précise ici, les anciens préfets ont touché des primes. Ils avaient dans leur feuille de route une gratification prévue dans le cas où les bassines se feraient. Ça s'est révélé dans le documentaire de Off Investigation, méga-bassines, scandale d'État. Et donc, oui, on va tout fêter. On a commencé à fêter ça dimanche, puisque sur la commune de Melle, nous avons reconstruit un cairn commémoratif. Un cairn, c'est ces tas de pierres qu'on trouve parfois sur les chemins de randonnée, qui sont là pour marquer le territoire. Et là, c'était pour rendre hommage aux 200 camarades blessés. Il avait été vraisemblablement par certains de nos adversaires locaux autour des jeunesses agricoles, des JA, du syndicat JA. Il avait été détérioré une première fois. Nous l'avons reconstruit en chanson, en musique, avec les camarades de la chorale de la Mélitante. Nous avons lu des textes, et notamment le texte qui a été écrit il y a quelques jours et qui est paru il y a quelques jours, signé des parents de nos 4 camarades grièvement blessés et qui interpelle. Je vous invite vraiment à vous procurer, à relayer ce texte-là très fort et qui dit à quel point aujourd'hui la justice est cadenassée pour que l'enquête n'avance pas. Et donc c'est vrai que depuis l'an dernier, on a initié ce truc, là, les méga booms, où on invite partout en France, hein, si des gens ont envie de se rendre devant les préfectures ou devant les gendarmeries pour rappeler ce jour sombre de la gendarmerie française où près de 3000 agents ont fait feu sur simplement des gens qui venaient défendre l'eau. Et je rappelle ici qu'il n'y avait rien à défendre stratégiquement à Sainte-Soline. C'était un cratère vide, qu'on même à 30 000, on l'aurait pas rebouché dans l'après-midi. Donc je pense que ça a été dit tout à l'heure dans l'interview de la LDH. En fait, il n'y a pas de police, il n'y a pas de violence policière. Effectivement. Et c'est important de le remettre au centre. Et quand il n'y a pas d'enjeu, ou quand il y a des arbitrages à prendre entre la santé, la protection des personnes et la protection des biens, évidemment que la protection des personnes doit toujours passer en tête. Et ça concerne également les forces de l'ordre, hein. Je rappelle que ce jour triste de Sainte-Soline, eh bien, les chefs de la chaîne de commandement avaient créé des conditions extrêmement accidentogènes pour les forces de l'ordre elles-mêmes, ils avaient eux-mêmes créé les conditions de l'encerclement et étaient empêchés de reculer à cause des grilles qui protégeaient le chantier. Ils étaient eux-mêmes dans une espèce de nasse et qui les ont aussi quelque part obligés à faire montre d'une telle violence, ou en tout cas que les ordres allant dans le cadre de la violence aient été aussi bien appliqués. Merci, en tout cas. Et face à ça, oui, la fête, elle est vitale. Et donc les méga booms, c'est un appel à se rassembler. L'an dernier à Melle, nous avions fait un petit feu d'artifice et une grande boom. Et on espère que cette date du 25 mars, elle restera dans l'histoire de France comme le jour de la honte de la gendarmerie nationale. Et qu'aujourd'hui, dans les gendarmeries, spontanément, des agents discuteront entre eux de ce qu'a été cette journée du 25 mars.
Parce qu'on sait aussi que le traumatisme, il est présent chez les forces de l'ordre. Merci en tout cas, Julien Leguet. Je rappelle, vous êtes un des porte-parole du collectif Bassine. Non, merci. Merci d'avoir été avec nous. Il était important pour nous, justement, pour ces 2 ans, de faire une émission spéciale, justement, sur cet événement de Sainte-Soline. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au Fonds de dotation pour une société solidaire de nous permettre de faire cette émission. Merci à eux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou par mail si vous nous regardez à la télé, et pour ceux qui sont déjà abonnés sur le forum. Continuez à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre et indépendante. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Très bonne journée sur le média et à demain.